Et une page de politique française aujourd'hui au lendemain du second tour des municipales. Nous allons donc faire le bilan de ce deuxième round. Quels enseignements retenir? Quelles alliances ont ou non fonctionné? Y a-t-il plusieurs vainqueurs à l'issue de ce scrutin? Bonjour Brice Teinturier. Bonjour. Merci de m'accompagner pendant cette demi-heure. Vous êtes directeur général délégué d'Ipsos BVA, co-auteur d'Au-delà des apparences aux éditions du Cherche Midi. Avant peut-être de rentrer dans le détail et tirer les conclusions de cette nuit électorale que vous avez vécue de près, on va regarder quelques images. On a appris ce matin la disparition de Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste, figure de la gauche, ancien chef du gouvernement. Il est décédé hier à l'âge de 88 ans. Sa disparition nous a été annoncée par ses proches ce matin. Premier secrétaire du PS, chef du gouvernement de 97 à 2002. Il avait engagé de grandes réformes sociales. On retiendra aussi de lui l'incapacité, l'impossibilité de franchir cette marche vers l'Élysée. Son portrait en images pour commencer, et puis on y revient juste après. Député, chef de file du Parti socialiste et Premier ministre, en plus de 40 ans de carrière, Lionel Jospin a multiplié les postes à responsabilité et les victoires électorales. Mais l'image qui restera gravée dans les mémoires est surtout celle d'une défaite inattendue, assumée avec dignité. Le 21 avril 2002, alors candidat à la présidentielle, il échoue à se qualifier au second tour. L'extrême droite de Jean-Marie Le Pen est pour la première fois aux portes de l'Élysée. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Né dans une famille de la bourgeoisie protestante ancrée à gauche, Lionel Jospin prend très tôt goût à la politique. Élève brillant à l'ENA puis professeur d'économie, il milite d'abord à l'extrême gauche, chez les trotskistes de l'Organisation communiste internationale, puis rejoint le Parti socialiste en 1981. Après l'arrivée à l'Élysée de François Mitterrand, il sera l'une des pièces maîtresses du pouvoir socialiste, comme ministre de l'Éducation et comme chef de parti. Son héritage politique s'écrira surtout en tant que Premier ministre rassembleur et réformateur. En 1997, à la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, il bâtit le concept de gauche plurielle. Victorieux dans les urnes, le Parti socialiste impose alors la cohabitation au président Jacques Chirac et gouverne avec les communistes, les radicaux et les écologistes. Un souvenir encore vivace chez les anciens camarades de Lionel Jospin. J'apprends avec tristesse le décès de Lionel Jospin. Ce fut un modèle d'exigence et de travail. Il restera l'homme des 35 heures, de l'alliance rouge, rose, vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite. Il était à la fois une référence, un repère et un inspirateur. Et je souhaite qu'un hommage national puisse lui être rendu à la hauteur de ce qu'il a apporté à ce pays. Après son retrait fracassant de la vie politique, Lionel Jospin avait accepté de siéger au Conseil constitutionnel et faisait occasionnellement campagne pour des candidats socialistes. À 88 ans, il restait une figure morale respectée de la gauche française. Voilà, impossible pour nous évidemment de ne pas évoquer cette disparition qui intervient au lendemain donc de ces municipales. Brice Teinturier, spontanément comme ça, qu'est-ce que vous diriez que vous retiendrez de ce parcours évidemment très riche, parfois marqué de succès et de difficultés aussi? Ce que je retiendrai le plus, c'est l'intégrité. L'intégrité de quelqu'un qui avait la gauche chevillée au corps, ça c'est une évidence, mais qui prenait ses responsabilités, qui avait su, vous l'avez très bien rappelé, bâtir cette gauche plurielle, qui a eu des échecs, et des échecs importants, non seulement lors de l'élection présidentielle du 21 avril, c'est la plus spectaculaire, puisque Jean-Marie Le Pen arrive au pouvoir, mais également auparavant. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de son bilan, au-delà de son intégrité, au-delà de la rectitude politique aussi de l'homme, il n'a pas su, de mon point de vue, prendre en compte un certain nombre d'aspirations de la population, notamment la question de l'insécurité, qui a joué un rôle extrêmement important dans son échec, et puis également quelque chose de très controversé sur le travail, qui est une question déterminante. Et pour le coup, aujourd'hui, 24 ans après, le Parti socialiste se retrouve confronté à nouveau à ces enjeux. Comment parler de l'insécurité, comment parler de l'immigration, comment parler aussi de la question du travail autrement qu'en réduction. Vous faites le pont évidemment à ce qui vient de se jouer ici dans notre pays. Alors on va faire le bilan ensemble.
Des réussites et puis des échecs aussi. Il y a beaucoup à dire, notamment du côté de la gauche, après ce second tour des municipales. D'ailleurs, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, dédie sa victoire à Lionel Jospin. Une réaction quand même forte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces municipales aujourd'hui, Brice Teinturier? D'abord, peut-être un mot de la participation. Dans de nombreuses villes, il y avait 1500 communes qui étaient de nouveau appelées à voter pour départager des candidats. Les candidats ont fait campagne auprès de ceux qui ne s'étaient pas déplacés pour le premier tour. Certains ont fait le pari de remobiliser les Français au niveau local. Ça n'a pas été une grande réussite. Si, quand même, parce qu'au second tour, la participation est meilleure qu'au premier tour. Légèrement. Il ne faut pas la comparer aux 57% du premier tour, il faut la comparer à l'abstention qui avait lieu dans les villes qui ont eu un second tour. Et à ce moment-là, c'était 55,7. C'est ça la bonne référence. Donc il y a quand même une augmentation de 57 versus 55,7. Il y a quand même une augmentation de la participation. Et dans certaines villes, elle est spectaculaire. C'est peut-être des hausses de 3, 4, 5 points, ce qui montre qu'il y avait de l'enjeu. Et qu'une fois de plus, quand il y a de l'enjeu, eh bien les électeurs se déplacent. Ça reste quand même malgré tout un point noir, non, à l'issue de cette élection, la mobilisation des Français. On parle quand même de chiffres records dans le mauvais sens, en termes d'abstention. Oui, une fois qu'on a dit qu'il y a eu au second tour, malgré tout, une amélioration, ça reste historiquement mauvais, notamment le premier tour, puisque à part 2020, c'est un record d'abstention pour des élections municipales qui s'explique assez facilement. Hein. La crise du politique, qui est extrêmement puissante, eh bien, elle commence à contaminer l'échelon local, dont on disait qu'il était préservé de la défiance très forte des Français à l'égard des politiques. On voit bien que non. Des événements extérieurs aussi ont fait écran à la campagne, la situation internationale, l'Iran, les polémiques aussi en interne autour de Jean-Luc Mélenchon. Bon, tout ça a largement contribué à la démobilisation des Français au premier tour de ces municipales. Est-ce qu'il est possible de déterminer un grand vainqueur à l'issue de ce scrutin? Non, il n'y a pas de grand vainqueur. C'est ça qui est intéressant dans ces élections municipales. Il y a des petits vainqueurs et il y a, je crois, quand même des perdants. Si on les prend un par un, d'abord, le camp qui aujourd'hui est le plus questionné, contesté, c'est évidemment le bloc de gauche. Et on peut dire que là, la guerre des gauches a été réactivée par ces municipales. Avec une question centrale, est-ce que là où il y avait des alliances entre la France Insoumise et le PS, ça a été payant ou perdant? Alors quand on regarde l'ensemble des villes, on se dit ça a été très largement perdant, puisqu'on voit que dans de nombreuses villes où il y a eu alliance, ces villes ont basculé. Je pense à Cherbourg, Brest, Clermont-Ferrand, Avignon, Tulle, Poitiers, etc., etc. À l'inverse, des villes n'ont pas été conquises alors qu'il y avait eu alliance aussi pour les conquérir. Et là, c'est Toulouse ou Limoges. Donc on a le sentiment que ça n'a pas marché, a fortiori quand on regarde les villes où ça a marché sans alliance. Vous l'avez rappelé, Paris, avec la belle victoire nette d'Emmanuel Grégoire, mais également Saint-Étienne qui est conquise, Rennes, Rouen et Marseille, où ce sont des victoires sans cette alliance. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite en besogne, parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où effectivement il y a eu une mobilisation contre cette alliance, et puis dans les échecs, là c'est plutôt ceux que je citais, Brest, Clermont-Ferrand, etc., eh bien la gauche était en voie d'essoufflement avant même qu'il y ait l'alliance. Le score à Clermont-Ferrand du maire sortant a été inférieur, et nettement inférieur à celui du mandat précédent, en tous les cas des élections municipales précédentes. Même chose à Brest, où vous aviez un maire qui était vraiment en fin de parcours, pardon de le dire comme ça. Donc on aboutit à ce paradoxe qui est que dans l'interprétation, Jean-Luc Mélenchon, qui dit que c'est le PS qui l'a tiré vers le bas, qu'il était trop bas pour qu'on puisse le remonter, et l'analyse inverse, eh bien de Pierre Jouvet, par exemple, ou d'Olivier Faure, qui disent que ça n'a pas marché et que c'est la France Insoumise. Et qui va même jusqu'à dire que Jean-Luc Mélenchon est devenu, là je le cite, le boulet de la gauche. Oui, oui. Après avoir favorisé au lendemain de ce second tour. On peut dire qu'en tous les cas, les deux interprétations, en fonction des situations locales, ont leur part de vérité. On ne peut pas dire mécaniquement tout cela a été très mauvais pour la gauche. C'est la France Insoumise qui a plombé le PS. Le PS était déjà plombé dans certaines villes, encore une fois. Donc il faut, son élection municipale, ça veut dire que son élection locale, il faut regarder au cas par cas. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tous les cas, ça n'a pas été un succès.
à part à Nantes, il n'y a pas de démonstration que ces élections ont bien fonctionné. Et puis surtout à Toulouse, là on a la démonstration, pour moi c'est le cas le plus pur, le plus réel, qu'il y a eu un contre-effet. Donc globalement, soit pas d'effet parce que le PS était déjà bas, soit contre-effet comme à Toulouse, soit éléments qui ont pu aider. Et là c'est par exemple Nantes, mais il y a peu de cas de ce type. La France insoumise, au lendemain de ces municipales, revendique une percée lors de ce scrutin. Alors, si elle est bien tangible dans les banlieues et les quartiers populaires, LFI se heurte toujours à un plafond de verre dans les grandes villes. Et les alliances avec le PS, on vient de le dire, n'ont pas vraiment suffi à convaincre les électeurs. On va regarder peut-être quelques images et ce bilan est dressé par Lou Kissiela avant de passer évidemment à un autre parti, même si la gauche concentre aujourd'hui l'essentiel des analyses. Regardez. Roubaix, La Courneuve, Creil, Vénissieux. De nouvelles mairies insoumises, arrachées parfois à quelques voix seulement aux candidats sortants. De quoi se réjouir à la tête du mouvement. La percée des listes de la France insoumise, déjà observée pour le premier tour, est d'autant plus remarquable. En tout état de cause, la France insoumise fait une entrée fracassante dans les conseils municipaux. David Guiraud triomphe effectivement à Roubaix avec plus de 53% des voix devant le maire sortant d'hiver droite. Le Nord se souvient, il se souvient de tout. Et Roubaix se souvient de toute son immense histoire, faite d'espoir, de souffrance, de lutte et de conquête sociale. Le futur nous tend les bras et comme promis, ce soir, il ne s'agit pas juste d'une élection municipale, mais du retour de toute une ville. Roubaix sur la scène nationale. Mais ailleurs, les alliances avec le reste de la gauche n'ont pas toujours fonctionné. Victoires unies à Lyon, Nantes et Grenoble, certes, mais les associations du PS avec LFI ont aussi avantagé la droite, notamment à Toulouse, Limoges, Besançon, Clermont-Ferrand ou Brest. Dans la capitale, faute d'accord avec le vainqueur Emmanuel Grégoire, la liste de la candidate insoumise récolte moins de 10% des suffrages. Je dis à tous les Parisiens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre voix, que l'ancien monde est en train de mourir, que l'ancien monde est bientôt terminé. Aujourd'hui, PS et droite à Paris auront affaire à nous, c'est-à-dire à vous. Merci beaucoup. La première mairie gagnée par LFI en 2020 à Fâche-Tuménil dans le Nord, a elle été reprise par la droite. Alors, de votre point de vue, percée ou pas lors de ces municipales de la France insoumise ? Oui, il y a une percée qui est indéniable, vous l'avez très bien rappelé, Saint-Denis, Roubaix, La Courneuve également, Vaux-en-Velin, Vénissieux. Donc il y a quand même des conquêtes qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, qui sont importantes. Elles sont limitées, mais elles montrent surtout, je crois, que la France insoumise occupe une place qu'aucune autre formation politique n'arrive à occuper quand il s'agit de représenter une partie de la population, les quartiers populaires. En réalité, le PS a déserté ce type de ville et ce type de population, et depuis longtemps, le RN a repris une partie du vote populaire, et ce qu'il en restait qui pouvait être marqué à gauche, c'est plutôt la France insoumise qui l'a repris et qui fait en sorte que ces personnes se sentent représentées. Alors maintenant, c'est une percée limitée, c'est une percée aussi qui a produit des contre-effets, on l'a dit et vous l'avez montré dans votre reportage, dans certaines villes incontestablement, plutôt des villes de centre-gauche. Clermont-Ferrand, c'est une ville détenue par le PS depuis 1944. Donc là, on voit bien que, et c'est une ville où ce n'est pas une gauche dure, c'est une gauche plutôt de centre-gauche, vraiment à gauche, mais qui n'est pas tentée par les extrêmes. Et bien là, ça a pu être positif, plutôt négatif, cette alliance, même si, encore une fois, il y avait déjà un affaiblissement de la gauche. Puisqu'on est à gauche, parlons peut-être des écologistes. Très mauvaise soirée hier pour les écologistes. J'aimerais qu'on écoute peut-être Marine Tondelier et puis on en reparle juste après ensemble. L'ambiance globale à gauche n'a pas aidé. Je le dis, depuis des semaines, la gauche fait la guerre à la gauche qui fait en retour la guerre à l'autre moitié de la gauche. Il y a une ambition, c'est ce que j'appelais chez Jean-Luc Mélenchon ou chez François Hollande, une attitude de tonton flingueur. Il y a un côté, on va faire perdre tout le monde, voilà, on va rendre tout ça irréconciliable. D'ailleurs, la gauche irréconciliable... Vous les mettez sur le même plan ? Chacun dans leur registre, mais à la fin, la gauche irréconciliable, on peut dire qu'elle a gagné. Hier, que c'est une victoire, et Jean-Luc Mélenchon et de François Hollande qui avait prédit qu'on ne pourrait plus travailler ensemble. Mais quand la gauche irréconciliable gagne, en fait, c'est la gauche qui perd. Donc moi, je retiens ça, et ça doit nous servir d'alerte pour 2027. On a l'impression là, que Marine Tondelier, elle reproche à la gauche, finalement, ses défaites, aujourd'hui, les défaites de son parti.
Oui, c'est un peu facile, malgré tout, parce que elle-même, sur le positionnement entre le PS et la France insoumise, n'est pas toujours claire. On sent qu'il y a un tropisme qui est plutôt du côté de la France insoumise, mais elle cherche à être le trait d'union entre ces différentes forces, et n'étant elle-même pas très claire sur la ligne, eh bien, elle en subit les conséquences. Donc, on peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas du vrai quand même, malgré tout, dans tout ça, quand on dit la gauche a passé plus de temps à faire la guerre à la gauche qu'à cibler, par exemple, des candidats de droite ou d'extrême droite? Oui, bien sûr, mais du coup, c'est parce que la gauche n'arrive pas à adopter une ligne claire entre ceux qui s'opposent à toute alliance avec la France insoumise. Je rappelle qu'Olivier Faure fait partie de cela. Et puis, on a eu dans l'entre-deux tours, tout à coup, des fusions dites techniques ou sur au cas par cas, sur des enjeux strictement locaux. Ça ne peut pas marcher non plus. Mais pour revenir à votre question, oui, très mauvaise soirée pour les écologistes, parce que au-delà des querelles d'interprétation, à part Lyon, qui reste de justesse entre les mains des écologistes, et la métropole qui a été perdue par les écologistes. Vous avez en conquête Bagnolet, Villepinte, Conflans, Saint-Honorin, mais vous avez des pertes extrêmement importantes. Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Poitiers, c'est un revers important. Cette écologie qui était arrivée dans la foulée de 2019 dans des grandes villes, eh bien elle reflue considérablement et souvent au bénéfice plutôt de la droite. Parlons peut-être de ce qui s'est passé à droite hier et au premier tour aussi. L'alliance de la droite républicaine et du centre, ça fonctionne, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Barnier, il a raison. Oui, il a raison, parce que globalement, c'est bien la droite qui reste dominante. Elle l'était déjà avant le scrutin. Elle reste dominante alors qu'elle partait de haut. Les alliances avec le bloc central ont plutôt bien fonctionné. La ligne était claire justement par rapport au RN. C'était pas d'alliance avec le RN. Elle a été observée. Il y a eu 2 exclusions justement de LR qui s'étaient mis sur des listes RN ou qui soutenaient le RN. Ils ont été immédiatement sanctionnés. Donc là, on avait une ligne beaucoup plus claire que ce qui s'est passé au sein de la gauche. Et à l'arrivée, ce qu'on peut dire surtout des LR, c'est qu'ils sont, c'est la formule de Jonas, leur porte-parole, mais que je trouve assez vrai, les LR restent les représentants des PME françaises, donc des villes moyennes, et échouent sur le CAC 40, c'est-à-dire les grandes villes. Effectivement, là, les LR se heurtent. Comme Paris, par exemple. Exactement, comme Paris, mais il n'y a pas que Paris, il y a vraiment Lyon aussi, c'est un très bon exemple. Et j'ai envie de dire, c'est normal, puisque depuis déjà de nombreuses années, ils ne considèrent pas, ils ne savent pas parler à cet électorat urbain qu'ils ont classé très vite parmi les bobos de gauche, alors qu'en réalité, il y a dans ces villes des expressions que la droite doit prendre en compte si elle veut justement casser ce plafond de verre dans les grandes villes. Les partis traditionnels, finalement, à l'issue de ce scrutin, confirment quoi? Leur ancrage territorial? Oui, très clairement, ça vaut pour les LR. Les lignes n'ont pas bougé à ce point de vue-là. Non, globalement, on a bien... c'est pour ça qu'il n'y a pas de vainqueur net, mais on a plutôt des défaites que des vainqueurs nets. Je crois que vraiment, le balancier, il montre que le pays est à droite, d'abord, il faut le rappeler. On a une progression du RN également, et on a au sein de l'espace des gauches, alors là, des dissensions très fortes et des reculs très forts. Gauche en y incluant aussi les écologistes, donc des reculs très forts. Bloc contre bloc, c'est plutôt une victoire de la droite et plutôt une défaite de la gauche. Alors, parlons du Rassemblement national. On a entendu Jordan Bardella hier soir se féliciter du résultat. Pour lui, ces municipales n'ont fait que confirmer au niveau local sa progression nationale. C'était l'enjeu de ce scrutin. Le pari, il n'est pas tout à fait réussi quand même. Mais c'est une percée limitée, mais c'est quand même une progression. Donc il faut tenir compte des 2 aspects. Le RN a quand même fait basculer Carcassonne, Nice, c'est un cas à part, mais Carcassonne, Montargis, Orange, Carpentras, Agde, Liévin et en tout une 60aine de villes. C'est pas mince comme bilan. Et maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite le nuancer en disant oui, mais c'est dans des petites villes ou dans des zones qui sont déjà bien identifiées. Ils n'arrivent effectivement pas à conquérir Toulon, à conquérir Marseille. Mais Toulon, le rapport de force en voix reste quand même assez impressionnant. Le RN qui n'arrive pas à franchir les portes des grandes villes pour le moment aujourd'hui, mais qui réussit quand même parfois à doubler son score dans certaines localités. Et ça, il faut peut-être le prendre en compte. Absolument. Marseille, certes, il échoue à Marseille, mais Marseille au municipal, le RN faisait 22% en gros en 2020 et en 2014. Là, on est à un niveau considérablement plus élevé. Donc, il y a une progression incontestable du RN. Elle est encore contenue dans les grandes villes, mais il y a augmentation de leur voix.
et dans des villes plus petites, des conquêtes, et des conquêtes assez nombreuses. Brice Teinturier, on commente ce scrutin pas pour rien, parce qu'il y aura une autre élection avec d'autres enjeux très prochainement. Ça va arriver vite, la présidentielle, forcément. Qu'est-ce que ce vote au niveau local nous dit de ce qu'il pourrait se passer demain ? Il nous dit qu'il y a quand même des forces qui ont le vent en poupe, et encore une fois, ces forces, je pense que c'est la droite et le RN, beaucoup plus que la gauche, qui dans les enquêtes d'ailleurs restent scotchés à 30%. La deuxième chose, c'est qu'il nous dit qu'à gauche, la ligne n'est pas claire, qu'il y aura 2 candidats, de toute façon, on le sait, à gauche. Il y aura Jean-Luc Mélenchon et un autre candidat, et là, on ne sait pas lequel. Ça contraste aussi avec ce qui s'est passé à droite. À droite, on sait qui sont les candidats, ils ont plutôt le vent en poupe. Édouard Philippe, bien évidemment, mais également Bruno Retailleau. À gauche, et je pense là à la gauche social-démocrate, on ne sait toujours pas ni ce que sera la ligne, véritablement, ni qui pourra incarner cette gauche-là. Donc, avantage plutôt vers la droite. Il va falloir à la gauche clarifier très vite sa position, faire le ménage aussi peut-être. Mais oui, parce que la compétition, elle va se jouer très vite. Quand on entend Olivier Faure dire Jean-Luc Mélenchon est le boulet de la gauche... Oui, mais à ce moment-là, la question, c'est pourquoi faire des alliances tactiques au niveau local? Alors justement, Olivier Faure vous dit, c'est au niveau local. C'est pour éviter que les villes basculent à droite. Mais quand on le dit au niveau local, ça sera difficile derrière au niveau national. Exactement, ça retarde quand même la clarification. S'il y a une clarification et qui est nette dans les mots, pas d'alliance avec la France insoumise, les propos de Jean-Luc Mélenchon sont inacceptables, l'antisémitisme est palpable. À ce moment-là, il est difficile quand même de défendre ces alliances, même au cas par cas, même au plan local. Donc la clarification de la ligne, je pense que c'est le point de départ pour le lancement d'une dynamique éventuelle dans la gauche hors mélenchoniste, non mélenchoniste. J'aimerais qu'on parle d'une spécificité, alors là pour le coup je pense française, j'ai découvert ça ce matin en lisant les résumés des élections municipales. Je crois qu'il y a 7 villes où on est arrivé à un score égal pour 2 candidats. Vous savez comment ça se passe pour désigner le vainqueur? Je crois qu'on prend la moyenne d'âge de ces électeurs pour désigner le vainqueur. C'est ça, ça paraît complètement fou. Et oui, ça paraît un peu désuet aujourd'hui. Et on fait la moyenne d'âge. C'est l'électorat le plus âgé qui l'emporte. Exactement. Quand on est à 50-50, il faut bien qu'il y ait un critère. Mais ce n'est peut-être pas forcément le meilleur critère. Après tout, on pourrait prendre le critère inverse et se dire que le renouvellement doit primer. En tous les cas, c'est ça qui est calé. Et il y a eu plusieurs cas durant ces élections. Il y a eu une quarantaine de villes où, au premier tour, on était strictement au même score, à une voix près. En l'occurrence, cette localité qui vont se retrouver à devoir trancher de cette manière-là. Ce qui montre aussi que aller voter, c'est toujours utile. Que le vote individuel, il peut faire basculer ou pas une ville. Une voix peut faire la différence. Imaginez par exemple à Narbonne, c'est le cas de figure qui s'est posé. Au premier tour, 50-50. Je pense que le maire sortant a pu dire à certains de ses, je ne sais pas, nièces, neveux, enfants, etc., qui ne seraient pas allés voter, que c'est en partie à cause d'une seule voix, donc que le vote, il est toujours utile, que les choses se sont jouées. Ça, c'est une leçon qu'on peut toujours rappeler, évidemment, après un vote comme celui que l'on vient de vivre. J'aimerais aussi peut-être qu'on commente une image. Alors, on parle depuis Paris. Forcément, le nouveau maire de Paris, qui va quand même rester entre les mains de la gauche et du Parti socialiste, Manuel Grégoire, avec... on va l'appeler comme une opération de communication, cette traversée de Paris en Vélib, qui plus est, qui fonctionne. Je crois que ça a été moqué sur les réseaux sociaux. Le maire de Paris, comme ça, qui boucle cette campagne et qui est accueilli sur le parvis de l'hôtel de ville par Anne Hidalgo. Quand on sait l'état de l'ambiance entre les deux... Alors, c'est une opération évidemment de communication. C'est d'abord un clin d'œil, je crois, inversé à 1995, quand Jacques Chirac, après sa victoire, avait parcouru les rues de Paris et qu'il y avait des motards, il était en voiture, et qu'il y avait des motards qui tentaient de lui tendre le micro, soit des journalistes. Certains journalistes couraient à côté de lui hier soir, c'était folklorique. Voilà. Et là, c'est un clin d'œil inversé, parce que c'est en vélo que les choses se font. C'est aussi un symbole qui montre que la ligne directrice d'Emmanuel Grégoire reste une ligne très centrée sur les enjeux environnementaux, ce qui a été quand même, ce qui est dans la continuité du mandat d'Anne Hidalgo. Maintenant, la mise en scène de cette espèce de réconciliation, oui, peut faire sourire quand on sait à quel point Anne Hidalgo a tout fait pour empêcher son ex-premier adjoint d'être le candidat de la gauche.
Voilà, on n'a pas l'image là tout de suite de l'embrassade, mais on l'aura bien remarqué hier soir. Merci beaucoup Brice Teinturier d'avoir été l'invité de l'Info du jour pour débriefer évidemment ces élections municipales. Donc désormais terminées, les nouveaux maires vont pouvoir entrer en fonction. On continue évidemment à vous parler de la disparition de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre français, qui aura marqué toutes ces années par son parcours. Merci de nous suivre, restez à nos côtés. Dans quelques instants, ce sera le journal de Paris Direct. À tout de suite.